Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle conversation PwC dans le cadre de la série Mobilisation pour l'optimisme. Nous sommes heureux d'avoir aujourd'hui parmi nous Tatiana Briand, merci de votre présence, et Philippe Vogt, merci également. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de risques sous un prisme nouveau. On va aborder, je pense, un premier point qui va vous relier tout de suite. C'est la question du risque, des risques et de la conformité. Comment on instaure une culture de la conformité? Alors, si je me tourne d'abord vers vous, Philippe, en entreprise, la maîtrise des risques passe par la conformité et souvent on associe ce mot à quelque chose de contraignant. Et vous soutenez le contraire. Alors, comment on peut sortir de cette idée préconçue? Oui, je pense que la conformité, certes, a des contraintes, ou crée des contraintes, mais ce n'est pas sa fonction première. Je vais tenter une analogie un peu risquée en présence de Tatiana, qui serait beaucoup plus légitime que moi pour le dire, mais j'imagine qu'un gilet pare-balles, ça limite un peu les mouvements, ça limite un peu l'agilité, ça peut ralentir un peu dans l'action, mais ça permet surtout, finalement, de s'exposer à des risques en se disant qu'on a réduit le niveau de risque à un niveau acceptable. Et je pense que les procédures, les protocoles, la conformité, c'est un peu la même chose. Oui, ça va contraindre certains mouvements. Oui, ça va un peu limiter l'agilité. Ça va potentiellement un peu ralentir les choses. Mais bon, ça va surtout nous permettre d'aller sur des terrains plus exposés en se disant qu'on a réduit le risque à un niveau acceptable. Alors, ça vous parle, Tatiana, dans le sens où, dans votre métier aussi, le protocole est un garde-fou pour éviter le chaos et... Oui, le protocole, c'est complètement un garde-fou. Alors, l'analogie est très bien trouvée. On a des tas de protocoles dans les services opérationnels et ça nous arrive aussi parfois d'en sortir, évidemment. Et un des protocoles que l'on met en place aussi, c'est de savoir comment on va faire travailler toutes ces différentes spécialités dans un cadre qu'on n'aura peut-être pas anticipé et qu'on n'aura pas du tout imaginé. Et ça, c'est important pour se dire que même dans cette incertitude-là, qui est inhérente vraiment à nos fonctions, on va devoir s'organiser, faire preuve d'agilité dans un cadre qu'on n'aura pas imaginé, mais toujours avec un sens du protocole et des normes très précises, parce que c'est ce qui nous permet de savoir comment on y va, avec quelles compétences, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, et comment on va pouvoir mettre tout ça en musique avec un objectif qui est toujours le même chez nous, sauver des vies. Alors, prendre des risques de manière sécurisée, ça vous lie, et c'est aussi, on pourrait dire peut-être que vous avez chacun des cas d'école ou des choses que vous avez étudiées qui marchent moins, enfin des solutions qui existent, que vous connaissez, que vous pouvez engranger en vous avant de mener vos négociations, vos rencontres? On dit que 80% de nos négos, elles se font dans la préparation, ce qui est vrai. Donc l'idée, c'est de savoir ce qu'on va mettre en place pour pouvoir justement réduire en fait le risque, se trouver sur un point d'équilibre et là faire jouer toute la spécialité qui est la nôtre pour pouvoir pénétrer en fait les environnements, créer une relation, créer du lien, amorcer un rapport de confiance et puis mettre en place nos objectifs pour justement aller jusqu'à notre enjeu qui est de sauver des vies. Alors vous, Philippe, la préparation en amont et le moment pur de la gestion du moment T, ça vous parle? Oui, et puis on retrouve, alors on n'est pas tout à fait sur les mêmes enjeux parce qu'il y a notre intégrité physique est quand même moins menacée que dans les situations que Tatiana décrivait, mais donc une entreprise se doit, d'appréhender ces évolutions, l'évolution de son environnement, parce que sinon elle finit par se marginaliser, et puis elle doit, avant que ça ne se produise, identifier comment ces risques peuvent se matérialiser et quelles procédures mettre en place pour pouvoir réduire le risque à un niveau qu'on va juger acceptable. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, en particulier dans nos métiers, c'est qu'une firme comme la nôtre, elle a deux actifs. Elle a ses équipes et son nom. Son nom, c'est sa réputation. Sa réputation, c'est la confiance. Donc cette gestion des risques dans un environnement qui est aussi mouvant, est un sujet absolument critique, parce qu'on sait tous qu'une réputation, c'est extrêmement fragile. Et chacun, individuellement, porte une partie de cette réputation. Donc c'est pour ça qu'on réfléchit très en amont aux procédures, aux protocoles qu'on va devoir mettre en place, pour justement pouvoir aller sur des terrains qu'on ne connaît pas encore très bien, et pouvoir avancer d'une façon la plus sécurisée possible.
Est-ce que la place du collectif, vous l'avez déjà un peu évoqué, Tatiana, qu'on n'est pas tout seul, qu'on est entouré. Dans le monde de l'entreprise, on se fait comment pour partager une culture commune, se mettre sur la même longueur d'onde et être en accord chacun, les uns avec les autres? Il y a plusieurs aspects. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut embarquer les autres. Il y a une chose qui est très importante aussi, c'est dans le collectif, c'est que quand on est sur des situations un peu compliquées, des décisions à prendre, c'est assez amusant, notre code de conduite dit ce qu'on doit faire, c'est « do the right thing ». Et je pense que la réponse à cette question, qui est pleine de bon sens, elle est dans le collectif parce que finalement, faire ce qui semble juste résulte souvent d'une décision collective dans laquelle on va s'assurer qu'on a un collectif qui est divers dans ses profils, qui est complémentaire, qui est pertinent et qui permet de prendre la bonne décision. Et puis sur cette notion de collectif, on est un partnership. La décision de chacun embarque l'ensemble, la collectivité. Beaucoup de décisions, on les prend collectivement. Et ça, c'est absolument essentiel parce que compte tenu du pouvoir de chacun, il peut engager le collectif, donc certaines décisions, il faut les prendre de façon collective. Et vous aussi, Tatiana, lors d'une situation de crise, vous êtes amenée à discuter avec d'autres personnes des différents points de vue pour arriver à trouver la meilleure solution. Oui, c'est indispensable. Ouais. C'est la raison pour laquelle on a très rapidement, à l'inverse de nos collègues anglo-saxons, chez lesquels on a été formés, notamment en termes de négociation, parce qu'on n'a pas créé la négociation, mais on s'est très vite départi de cette formation anglo-saxonne qui ne correspondait pas à notre culture, de ce que l'on retrouvait en France. Et on a très vite décidé d'intégrer, en fait, notamment les négociateurs dans les groupes d'intervention pour qu'il n'y ait pas cette dimension de concurrence, mais plutôt de collaboration. Donc très vite, on a compris en fait que cette force du collectif, c'est celle aussi qui vous permet d'aller là où vous n'iriez pas tout seul, clairement. Et surtout, on a essayé très rapidement de faire comprendre que la force du collectif, elle n'enlève en rien les individualités des uns et des autres, mais c'est la somme de toutes ces individualités qui va faire un collectif puissant. Donc ça, c'est important et on travaille ça au quotidien. Oui, je retrouve tout à fait ce que vous dites dans le type de fonctionnement qu'on peut retrouver dans une entreprise. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est un partnership, donc en plus, ça fait partie de notre ADN que de fonctionner en collectif. Il y a une chose que l'on répète régulièrement, y compris aux plus jeunes, c'est que autant il est tout à fait admis et même normal que les personnes n'aient pas réponse à toutes les questions. En revanche, ce qui est du domaine du non négociable, c'est de poser des questions et de solliciter le conseil pour justement pouvoir assez rapidement solliciter le collectif qui fait qu'on prendra la décision la plus éclairée possible. Et puis parfois on se trompe, mais on l'assume collectivement. À l'instant T, quand vous gérez une crise, vous dites tous les deux dans vos discours que vous placez l'éthique comme un fondamental. Alors, à quoi correspond l'éthique pour vous? Pourquoi c'est central? À mon avis, tout part de la confiance. Nous, on est dans une activité où, comme je le disais, on n'a que deux actifs. Nos équipes, notre nom. Notre nom, c'est notre réputation. Notre réputation repose sur la confiance. La confiance, elle-même, elle repose sur un certain nombre de valeurs. Et je pense que l'éthique, la façon dont je le vois, c'est l'application de ces valeurs dans des cas concrets. Donc c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas transiger, dès lors que notre principal actif, c'est notre nom et notre réputation. C'est pour ça que l'éthique, elle est omniprésente dans nos organisations. Pour vous aussi. Oui, alors ça, je rejoins complètement le propos en miroir. Et elle est d'autant plus importante, cette éthique, que vous parliez de la réputation. On a exactement la même chose avec un risque aussi nous concernant de parfois retrouver les mêmes individus. Donc la menace se déplace potentiellement, notamment, je prends des exemples en prison par exemple. Ça arrive qu'on ait traité des cas en prison et puis on les retrouve, malgré qu'ils aient changé de prison, mais ils sont toujours encore en zone police et potentiellement ils peuvent être de nouveau pour nous. Le cadre et l'éthique, pour nous, c'est hyper important parce que dans nos négociations notamment, ce dont vos interlocuteurs vont se souvenir, c'est pas tant ce que vous avez obtenu, mais c'est comment vous l'avez obtenu. Et on est dans des situations où il serait assez facile de manipuler,
de mentir, de promettre pour obtenir quelque chose et puis finalement ne pas répondre à cette promesse-là, ce qui est extrêmement dangereux et ce qu'on ne fait jamais. Pourquoi ? Parce que on a suffisamment en fait d'interlocuteurs en face de nous qui jouent ce jeu-là et ce serait vraiment la porte ouverte à beaucoup d'excès et on doit être garant de ce cadre-là justement pour éviter que ça déborde. Ça me semble assez important que ce soit assez clair pour tout le monde et de déterminer dès le départ ce qu'on est autorisé à faire, ce qu'on ne fera jamais et ce qu'on ne peut pas faire ou ce qu'on ne s'autorise pas à faire, quelles sont nos alternatives. Ça, on travaille énormément là-dessus. Mais c'est pareil, dans une activité économique commerciale, quand on rend une proposition de service, il faut qu'on la livre. On ne va pas surpromettre ce que l'on ne pourra pas livrer. Hein. Donc, on est un peu dans les mêmes types de philosophie, de logique. C'est-à-dire qu'on s'engage, la confiance est fragile, on s'inscrit dans une relation longue, il est hors de question pour gagner un appel d'offres, de promettre des choses qu'on ne pourra pas livrer ou dont on sait qu'on aura qui vont être plutôt accompagnées de beaucoup trop de risques, sur lesquels il y aura beaucoup trop d'aléas. Et il y a des choses qu'on s'interdit de faire. Donc il nous arrive de faire des no-go, ce qu'on appelle, des no-go, c'est-à-dire on n'y va pas parce qu'on considère que les conditions ne sont pas remplies pour pouvoir assurer un niveau de confiance suffisant dans la livraison du service qui est demandé. Alors, je suis sûre que les personnes qui nous écoutent sont avides de conseils. Alors, concrètement, quels outils de persuasion vous utilisez Apprenez-vous des choses. Outils de persuasion. Des choses que vous avez le droit de dire. Elle est importante, cette question aussi, pour répondre assez ouvertement qu'on ne fait pas de manipulation sur nos interlocuteurs. Alors, je ne dis pas qu'aucun négociateur manipule, je dis que ceux qui font ce jeu-là, d'abord, c'est extrêmement dangereux, et c'est souvent le jeu de ceux qui ne savent pas faire. Quand on développe cette technicité de négociation, c'est qu'on se donne aussi une alternative à ça, au mensonge, à la manipulation. Vous parliez de confiance tout à l'heure. C'est probablement le bien le plus précieux que l'on a en négociation. Ça met beaucoup de temps à se mettre en place, et en revanche, ça explose assez rapidement. Donc, on évite d'aller sur ces terrains-là parce qu'on a des négociations qui peuvent être extrêmement longues, extrêmement tendues et qui peuvent basculer au coup de sifflet. Donc, on va éviter. En revanche, c'est vrai, on va utiliser beaucoup de technicité. En fait, on a une très grosse boîte à outils que l'on va utiliser pour créer du lien, pour créer la relation. Ce qui va compter chez nous, c'est la relation que l'on va créer avec notre interlocuteur, parce que tout part de cette relation, tout part de l'humain, finalement, même si on a des enjeux totalement différents. On va essayer de trouver qu'est-ce qui va faire consensus entre nos deux positions pour essayer de trouver une sortie honorable pour les deux. Et donc, on va utiliser, alors oui, indépendamment de la manipulation dont je vais pas parler parce que c'est pas un sujet, on va utiliser des mécanismes d'influence, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que la solution, elle est rarement de notre côté, la solution, elle vient de l'autre. Et l'idée, c'est de l'amener à prendre une solution consciemment, à prendre un chemin consciemment, mais qui va évidemment nous intéresser. Donc, on va utiliser des mécanismes d'influence pour lui donner de la latitude et lui donner le choix de prendre une direction en son âme et conscience et qui restera la sienne. Donc, on va utiliser notamment ces outils-là. Alors, votre boîte à outils, Philippe, vous voulez nous la partager aussi ? Nos situations ne sont pas tout à fait les mêmes, mais cela dit, on a toujours besoin d'arriver à convaincre. Que ce soit en interne, parce que les intérêts respectifs des uns et des autres ne sont pas forcément convergents au départ, ou que ce soit des clients. Dans tous les cas, on retrouve les sujets d'écoute active, ils sont omniprésents dans toute interaction humaine et dès lors qu'on veut essayer d'embarquer, c'est essentiel. Ensuite, le sujet clé, et je pense que c'est celui que vous évoquiez aussi, c'est trouver un enjeu commun, un objectif commun. Pour ça que sur tous nos sujets de risque, de gestion des risques, dans lesquels on impose un certain nombre de protocoles, de procédures. Et il faut finalement, on peut peut-être en parler de culture, c'est un sujet très important, mais la culture veut dire qu'on passe de l'obligation finalement à l'adhésion, la conviction, le réflexe. Donc il faut arriver à convaincre du bon sens, ou plutôt du sens d'ailleurs, de ces procédures, de ces protocoles. Et ça, ce travail de conviction, on le fait en trouvant un terrain commun qui est justement l'analyse ou l'appréciation du risque.
C'est le sujet sur lequel on va arriver à faire converger les intérêts des uns et des autres. Et à partir de là, on peut commencer à construire. Mais ça, c'est l'élément de départ, c'est trouver un objectif commun. Et ça nécessite de l'écoute. Donc, trouver un objectif commun sans faire de compromis, ce serait ça la synthèse des deux points de vue. L'objectif commun, c'est ce qui va mettre tout le monde d'accord. On est d'accord que quand on rentre en négociation, a priori, on a besoin de l'un et de l'autre pour réussir, mais on vient aussi avec nos enjeux, notre non négociable. Il y a des non négociables de part et d'autre. Exactement, qu'on essaye de protéger. On peut rentrer en négociation et trouver un accord en ayant des enjeux totalement différents. Mais comme vous le disiez très justement, on va essayer de trouver ce qui fait consensus entre nos deux parties pour trouver justement cet objectif commun que l'on a à rentrer en négociation et qui va nous faire sortir du conflit ou qui va nous aider à conclure finalement une négociation. Donc ça c'est ce que l'on va essayer effectivement d'aller clairement d'aller chercher. Écouter pour comprendre et comprendre pour aider, c'est la base. Donc s'entendre, c'est vraiment dans les négociations, il faut savoir s'écouter et s'entendre. Ça veut dire laisser l'espace aussi à l'autre de pouvoir dire les choses et nous donner l'opportunité de comprendre ce qui est important pour lui dans ce que j'ai entendu et dans ce que j'ai compris. Et puis, inévitablement, quand on a compris ça, quand on s'est entendu là-dessus, c'est là qu'on peut trouver justement le point qui va faire convergence. Alors, est-ce que ça va sur un compromis pour rebondir sur la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce qu'on recherche vraiment le compromis? C'est une issue. Est-ce que c'est la meilleure des issues? Pas forcément tout le temps, mais peut-être qu'à ce moment-là, dans une situation donnée, c'est peut-être la meilleure solution pour pouvoir sortir d'un conflit latent. Mais quand on entend compromis, ça veut dire qu'il y a une partie de ce qu'on est venu chercher qu'on a obtenu, mais une partie de ce qu'on est venu chercher qu'on n'a pas obtenu. Et ça peut générer dans le temps des frustrations. Donc le compromis est potentiellement une issue qui peut être utilisée, qui n'est pas forcément durable dans le temps. L'idée, c'est de vraiment trouver vraiment ce qui va faire sens pour chacune des parties pour pouvoir réussir à sortir potentiellement de son conflit ou de clôturer une négociation. Mais c'est un peu les mêmes mécanismes que l'on va trouver. Les situations dans lesquelles on doit devoir prendre une décision, dans lesquelles les intérêts sont divergents, nécessitent effectivement d'entendre les points de vue des uns et des autres, d'écouter et d'arriver à trouver le terrain d'entente qui va finalement arriver à embarquer tout le monde. Comme je le disais tout à l'heure, finalement, la protection de notre réputation est souvent l'élément qui permet d'embarquer à peu près tout le monde. Parce qu'on a du mal à ne pas être d'accord sur le fait que cette réputation est la condition vitale de la continuation de nos activités. Et généralement, on rassemble assez bien là-dessus. Mais ce qui veut dire, pour pouvoir embarquer, effectivement, que chacun comprenne pourquoi on a pris la décision qui, potentiellement, n'est pas forcément dans l'intérêt de l'ensemble des personnes autour de la table. On revient à cette idée d'optimisme qui traverse la série des conversations. Tout PwC incarne l'optimisme pour vous? Moi, j'aurais tendance à penser qu'il faut en fait arriver à allier un pessimisme de l'intelligence pour évaluer, identifier, gérer les risques et un optimisme de la volonté pour avancer. Alors, je ne sais pas si PwC incarne l'optimisme, mais je pense qu'en contribuant à trouver des solutions, PwC permet d'être optimiste. Tatiana, vous dites dans une de vos conférences que 80% des situations de crise se résolvent dans la négociation. Je trouve que c'est un chiffre impressionnant. Ça nous donne l'idée que des solutions existent face à une crise, une situation risquée. Qu'est-ce que vous en pensez chacun? C'était très vrai avant notre période d'attentat, oui, bien sûr. Où là les chiffres ont un peu évolué. Mais ça veut dire surtout que cet outil-là, il n'est pas juste politiquement correct. C'est véritablement un outil qui fonctionne. Et mettre la négociation en amont, même dans des conflits qui sont particulièrement dégradés, où les intentions sont totalement différentes, les enjeux sont différents, chacun a son non négociable, ça montre qu'on a cette capacité à aller chercher, à aller comprendre ce dont nos interlocuteurs ont besoin pour trouver de quelle manière on va réussir finalement à sortir de cette crise en prenant en compte ce dont ils ont besoin et ceux qui sont venus chercher en adéquation avec aussi notre propre non négociable et nos propres enjeux. Et ça, je trouve que c'est particulièrement optimiste parce que quand vous allez sur
une prise d'otage sur un individu retranché, comme vous avez vécu toute cette période d'attentat que tout le monde a suivi, clairement, il faut être particulièrement optimiste pour se dire on va y aller et on va essayer d'aller récupérer nos otages et d'obtenir la reddition de nos auteurs. Et à 80% des cas, quand on récupère tout le monde, nos otages, mais aussi la reddition de nos auteurs, on se dit que quelque part, on a un peu figé le temps. On n'a pas jugé tout de suite l'individu en se disant il est en train de faire quelque chose de particulièrement répréhensible. On s'est dit on va aller comprendre mécaniquement qu'est-ce qui est en train de se passer chez lui et lui donner une opportunité de faire autrement. Et quand on y arrive, je trouve que c'est particulièrement enrichissant. Et puis on se dit on a sauvé une vie, y compris la sienne, parce que toutes les vies comptent clairement. Donc c'est toujours avec cette intention-là qu'on rentre dans nos négos ou dans nos situations de crise. Et vous, Philippe Vogt, vous êtes optimiste. Je ne peux qu'être très optimiste en écoutant Tatiana. Mais oui, ça rend confiance sur la capacité de trouver des solutions à peu près à toutes les situations. Et c'est vrai que je pense que, et on revient sur des sujets qu'on évoquait, mais ça fait partie de la richesse du collectif que de pouvoir trouver des réponses, des solutions à beaucoup de crises ou de situations compliquées. Et c'est un peu le fonctionnement d'un PwC qui justement se veut pluridisciplinaire, donc combine beaucoup de compétences, beaucoup de profils, beaucoup d'expériences et permet dans beaucoup de situations de trouver des solutions sur un terrain légèrement différent, mais néanmoins qui contribue à l'optimisme. En tout cas, on a beaucoup appris grâce à vous et à vos partages de vos expériences communes. C'était passionnant. Merci Tatiana Briand. Merci Philippe Vogt. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous dans la prochaine conversation PwC.